5 ans, je rêve de voir mon nom en haut d'une affiche. Je rêvais de faire entendre ma voix au monde entier. Le jour de mon anniversaire, de mes 8 ans, Monsieur Douru dit « C'est un jour important pour toi, il faut que tu fasses un discours ». Je monte sur la chaise et là, je suis pris de panique. Je fais pipi dans ma culotte. Et là, ma voix se crispe et de 8 ans à 14 ans, j'ai une petite voix comme ça. Tu ne peux faire de ton don un talent que si tu le travailles. Plus tu répètes, meilleur t'es. Plus tu bouffes du micro, plus tu deviens meilleur. Quand je me laisse aller à être moi-même, je deviens celui que j'aspire à être. Lorenzo, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est cool, Mathéo, ça me fait bien plaisir. Trop content. Tu m'avais marqué par une conférence que tu avais animée juste avant la mienne à un événement il y a quelques semaines de cela. Ouais. Et je me suis dit, il faut qu'on parle plus en détail avec Lorenzo. Donc trop content de t'avoir ici. On est en plus un peu dans ton intimité, dans ta maison. Dans ma maison, exactement, dans mon salon. Voilà, donc c'est bien en lien avec le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Cool. Alors, je ne sais pas du tout, alors sachez-le, c'est que je ne sais pas du tout de quoi il va me parler. Voilà. Et c'est ça qui est beau. Le briefing, ça a été, on va parler de ta vie et de ce qui t'a amené au Lorenzo d'aujourd'hui. Ouais. La première question que j'aime bien poser, c'est comment ça va en ce moment déjà, les actualités de ton côté, comment tu te sens? Moi, ça va très très bien. Je viens de faire un webinaire, je viens de lancer un nouveau programme qui s'appelle Webi Cashflow pour aider les entrepreneurs à animer leur webinaire de vente et à faire un show, à vendre plus. Et surtout, ça m'a éclaté. J'ai trouvé ça super enthousiasmant, tu sais, de créer des nouveautés, des nouveaux programmes, c'est souvent très enthousiasmant. Et voilà. Et donc voilà, il fait beau, la vie est belle, quoi. C'est clair. On est en plein mois de novembre, mais comme on est dans le sud, on a la chance d'avoir un peu le soleil toute l'année. C'est ça, même s'il fait un vent un peu glacial, quand même. Ouais, c'est clair. Écoute, je te propose qu'on reprenne depuis le début. Dis-moi. Qui était Lorenzo enfant? Quel type d'enfant tu étais? À quel âge? Presque aussi loin que tu te souviennes, j'ai envie de te dire. Moi, le plus loin que je me souvienne, c'est 5 ans. À 5 ans, je rêve de voir mon nom en haut d'une affiche. Tu vois, tu connais la chanson d'Aznavour, je m'y voyais les gens en haut de l'affiche. Ouais. Moi, c'était ça. Je rêvais de faire entendre ma voix, et ça c'est important, je rêvais de faire entendre ma voix au monde entier. Donc je rêvais de voir mon nom écrit. Et alors, c'est marrant parce que après des années, j'avais toujours ça en tête, mais je n'avais jamais réfléchi à pourquoi est-ce que je voulais faire entendre ma voix. C'est tout simplement, alors après c'est de la psychologie à 2 balles, mais je pense que mon père avait une grande gueule, ma mère avait une grande gueule, mon frère avait une grande gueule, j'avais envie de me faire entendre. Okay. Et j'y arrivais pas, et donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle je voulais faire entendre ma voix. Sauf qu'à l'âge de 5 ans, j'avais déjà des velléités à changer de voix. On m'appelle aujourd'hui le caméléon de la voix. Pourquoi? Parce que je suis capable de faire n'importe quel type de voix. Et déjà à l'âge de 5 ans, je m'amusais avec un vieux cassette, que je te parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. On m'avait offert un Telefunken, un vieux magnétophone à cassette, et toute la journée, quand je dis bien toute la journée, je faisais des voix. Je m'amusais à faire les voix de journalistes, les voix de Tarzan, les voix de De Funès, les voix... Et toute la journée, je chantais, et je prenais la tête de mes parents et de mon frère. Et j'ai même un enregistrement, si tu veux, je te le passerai, de ce passage où on m'entend faire plein de voix, voilà, et puis à la fin j'entends aussi mon frère faire « maintenant tu arrêtes !» Ça suffit. C'était inné d'une certaine manière, vu que tu dis que tu sais pas d'où ça devient. Alors tu dis que tes proches étaient grande gueule justement, ils travaillaient dans le métier de la voix déjà ou pas du tout? Mon père était artiste peintre, philosophe. C'était un très intellectuel, ma mère pharmacien aussi intellectuel, mon frère pas du tout, lui c'était un MacGyver, mon frère, donc tu vois, il était capable de... Lui, à Noël, quand on lui offrait une voiture télécommandée, il jouait pas avec la voiture télécommandée, il l'a démontée pour voir comment ça marchait, tu vois. Ouais. Donc rien à voir. Et moi ce qui est fou, c'est que quand j'étais gamin, à l'âge de 5 ans, j'ai aussi démarré une carrière que tu peux pas imaginer là, c'est que j'ai commencé une carrière de footballeur. Ok. Et je suis devenu meilleur gardien de but de Bourgogne, présélectionné équipe de France.
Ok. Et puis, donc j'ai joué avec des grands joueurs, etc. Et je me suis blessé à l'âge de 17 ans et j'ai bifurqué. J'ai eu une grosse blessure, j'ai eu le syndrome du parsonnage éternel, ça marque des points, c'est un truc c'est un peu comme une polio, c'est-à-dire que je ne pouvais plus bouger mon bras là, et en fait aujourd'hui je suis capable de rouler des mécaniques. Oh purée, même encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, ouais. Et voilà. Et depuis, après j'ai 1 an et demi de rééducation, je suis revenu, mais c'était trop tard. Après, t'as les filles, t'as tout le reste. D'autres préoccupations. Oui, t'as d'autres préoccupations, donc voilà. Mais j'avais toujours... Tu sais comment on m'appelait quand j'étais gamin ? On m'appelait la vedette. C'est marrant. Ok. C'est-à-dire que... Même, je me souviens d'un jour, on faisait un tournoi international minime, je devais avoir 12 ans, et il y a la télé qui vient m'interviewer. C'était mon club de foot qui enregistrait, qui organisait le tournoi. Et il y a la télé qui vient me voir, qui dit Lorenzo, vous êtes le capitaine de l'équipe, c'est qui le meilleur de votre équipe ? Et là, je regarde la caméra, je fais le meilleur ? C'est moi. Ni plus ni moins. Le mec qui... Voilà. Et pourtant, mais je le faisais pas pour me vanter. Je le disais, ouais, en toute sincérité, je pense que c'est moi. Ouais, bien sûr. Mais j'ai jamais voulu, moi, écraser les autres. Moi, ce qui m'importe, c'est de prendre du kiff. C'est kiffer la vie. Et depuis que je suis tout gamin, toutes les choses que j'ai fait, je les ai toujours fait dans le kiff. Et quand j'ai eu 5 ans, je voyais mon nom d'une affiche et je rêvais de faire entendre ma voix. C'est pour ça que quand à 19 ans, j'ai commencé c'était le début de la FM, on était en 82, je rêvais, là, je me suis dit, waouh, c'est pour moi, quoi. Bon, après, ça, c'est encore une autre histoire. Parce que après 5 ans, à 8 ans, il faut savoir que quand j'avais 8 ans, j'étais quand même un peu timide, j'étais toujours un peu réservé. Je voulais toujours me faire connaître. Je voulais qu'on me regarde, mais même si on ne me regardait pas. Mais j'étais un peu timide. C'est fou. C'est ce que j'allais te demander justement, parce que tu sembles avoir une confiance en toi assez jeune et assez forte très tôt dans ta vie. Mais finalement, c'était pas... Non, en fait, j'avais des complexes. Comme beaucoup, on a tous des complexes, et j'avais des complexes. Je trouvais que j'étais trop petit, j'étais brun alors que les autres étaient blonds. Tu vois, c'était la vache qui rit, c'est trop lourd, trop typé. Et à 8 ans, je me souviendrai toujours, je suis en classe de CE2 avec Monsieur Douru. On est dans une classe de la méthode Freinet. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette méthode. C'est un peu comme Montessori, si tu veux. Sauf qu'à l'époque, c'était une méthode expérimentale pour les gens en CE2, où ils apprenaient la pratique. Moi, j'étais trésorier de l'école, de ma classe. On apprenait la musique, à chanter, tout ça. Et le jour de mon anniversaire, de mes 8 ans, le monsieur Douru dit Lorenzo, c'est un jour important pour toi, tous tes petits camarades t'ont apporté des cadeaux, donc tu dois monter sur la chaise, et comme tu es quelqu'un d'important, il faut que tu fasses un discours. Donc, et là, c'est le drame et la consternation, comme diraient les journalistes, tu vois. Je monte sur la chaise, et là, je suis pris de panique. Toi qui m'as vu sur scène il n'y a pas très longtemps, tu te dis comment ça a pu arriver. Imagine-toi, je monte sur scène, je regarde tout le monde et là, j'ai la voix qui tremble. Et qu'est-ce qui se passe ? Je fais pipi dans ma culotte. Ok. Ouais, direct. Et là, la honte. Ouais. La honte, t'as tout le monde. Et là, ma voix que tu entends là, tu vois, ma voix se crispe et j'ai les cordes vocales qui se coincent. Et de 8 ans à 14 ans, j'ai une petite voix comme ça. Je parle avec une petite voix de petite fille presque. Ma mère, elle a peur, elle se dit c'est pas possible, il va pas garder cette voix-là. Et j'ai gardé de 8 ans à 14 ans une voix, une fluette. Ok. T'imagines un peu ? Depuis ce jour-là, ce traumatisme. Depuis ce traumatisme. Je vois pas autre chose. Oui. J'avais pas pris le ballon dans les coucougnettes. Ouais, effectivement. Et comment est-ce que tu fais un travail sur toi inconsciemment à ce moment-là pour, on va dire,
reprendre confiance en toi par rapport à cette partie-là, ou est-ce que ça vient naturellement Non. avec la croissance? Non, je pense que... alors, c'est fou à dire, mais le foot m'a quand même donné... J'étais gardien de but en plus, donc j'avais une responsabilité. On comptait sur toi. On comptait sur moi et j'avais ce côté un peu leader, naturel. Ouais. Et même si j'avais pas confiance tout le temps, j'étais... Et puis après, t'as l'adolescence qui arrive, t'as les boutons, t'as les filles, tu vois, t'as tous les trucs qui t'arrivent sur la tronche, t'as l'impression que t'es le vilain petit canard. Et en effet, t'es le vilain petit canard. Tu pars du coup à 17 ans, t'arrêtes que foot. Ouais. T'avais continué en parallèle cette pratique un peu de la voix ou autre, ou c'était... Rien. Ah non, non. Pour moi, la voix, en fait, c'est m'amuser à faire des voix. Oui, voilà. Il faut savoir que on est dans les années 75-77, c'était les hit parades à la radio. T'as pas connu, toi. Hein. C'est des trucs, le hit parade sur Europe 1, la FM, on connaissait pas encore. Et j'écoutais la radio, j'écoutais les pubs. Et en fait, je m'amusais. Ce qui est fou, c'est que j'ai créé, à cette époque-là, l'ADN de ma méthode d'aujourd'hui. Que tu utilises aujourd'hui. Que j'utilise aujourd'hui, qui s'appelle le mimétisme vocal. C'est-à-dire qu'en gros, j'écoutais la radio, j'avais un dictaphone, j'écoutais, je notais la pub ou l'animateur radio, ce qu'il disait, tu vois. J'écoutais, je répétais, j'écoutais, je répétais, j'écoutais, je répétais. Je m'amusais toute la journée à faire ça. Faut être con, hein. Non, passionné, j'ai envie de dire. Bah oui, je me disais, tant que je suis pas comme lui, je recommence. Tant que je suis pas comme lui, je recommence. Et ce qui est de fou, c'est que juste avant qu'on commence l'interview, j'ai aujourd'hui plein d'élèves qui m'envoient leurs audios et je leur dis, si tu n'y arrives pas et si tu t'agaces, c'est parce que tu n'écoutes pas et tu ne répètes pas assez. Tu n'écoutes pas, tu ne répètes pas. Il faut que tu écoutes, répètes, pour que ça devienne en fait une seconde nature. C'est parce que pour moi, si tu es capable de reproduire un son, bah après, tu es capable, une fois que tu as le son bien en tête, c'est comme un musicien avec le solfège. Une fois qu'il connaît bien le solfège, il peut monter sur scène et faire un bœuf. Bien sûr. Tant qu'il ne le connaît pas, il ne connaît pas le son, tu vois. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas s'amuser. Moi, je pars du principe que tu ne peux faire de ton don un talent que si tu le travailles. Il y a une loi, si je dis pas de bêtises, la loi des 10 000 heures, alors c'est fondé sur aucun biais scientifique, mais on dit qu'il faut répéter sur plusieurs années pour réussir à maîtriser parfaitement un sujet. C'est un peu ce que tu as fait. Ouais, je connaissais pas cette loi, mais c'est sympa. 10 000 heures, ouais. Tu penses que tu les as faites, les 10 000 Ah ouais, heures ouais, je pense que je les ai faites. Bah, tu sais, moi, dans ma carrière, j'ai fait plus de 60 000 enregistrements, donc professionnels. Hein. Donc, avant même d'être pro, j'ai dû en faire un paquet. Je pense que plus tu répètes, meilleur t'es, parce que en fait, plus tu maîtrises. C'est comme c'est le micro. Plus tu bouffes du micro, plus tu deviens meilleur. C'est comme un écrivain. Si tu écris tout le temps, tous les jours, au bout d'un moment, c'est comme quand tu fais de la voiture, tu t'apprends à faire la voiture, le permis de conduire. Au début, tu as peur avec ton créneau, puis au bout d'un moment, ça devient facile. Enfin, pas pour certains, mais... Non, pour certains, ça ne changera pas. T'as 18 ans, du coup. Vers quel monde tu pars à ce moment-là? Tu es étudiant? Alors, je passe le bac en 83. Alors, il faut savoir un truc, c'est que on vit à Sens, dans l'Yonne, avec mes parents, avec mon frère, ma mère qui est pharmacien, mon père artiste peintre. Et chaque vacances, je déteste les vacances à ce moment-là. Parce qu'à chaque vacances, il faut que je travaille en maçonnerie avec mon père qui répare, qui fait la maison. En gros, il fabrique la maison. Et donc, on est sur les toits, on est sur les trucs. Et moi, je sers de grouillot. Mon frère, il sait faire, mon père, il sait faire. Moi, je nettoie les briques, je fais le béton, mais je déteste ça. Et je disais, j'avais un rêve. Je dis, oh, I had a dream. Je dis, un jour, quand je serai grand, je ferai plus jamais ça. Et je prendrai mon frère pour faire les travaux et je le paierai, je m'en fous. J'étais nul en travaux, d'ailleurs, je le suis toujours, aussi nul. Et un jour, quand on est arrivé à Paris, j'ai pris mon frère, j'ai payé mon frère pour venir faire les travaux chez moi. La boucle est bouclée, comme on dit. Voilà. Mais en fait, à cette époque-là, je passe mon bac en 83 et je sais pas quoi faire, moi, 83, parce que le rêve de faire entendre sa voix, c'est bien beau, mais
83, la FM a démarré en 81. J'ai ça dans le coin de la tête, mais moi j'habite en province, donc je suis pas forcément touché par la FM. Et je me dirige vers une école de tourisme. Ok. Ouais, je parle, alors il faut savoir que j'adorais l'anglais, je parlais déjà pratiquement couramment l'anglais, je parlais italien de par mon origine, j'avais appris aussi l'espagnol et aussi l'allemand. Donc je parlais dans l'absolu 5 langues. Bon, l'allemand, moyen. Ich bin eine große Papagei, c'est tout. Mais je me suis dit, je parle des langues, comme dirait Coluche, au lieu de coller des timbres, je vais aller dans une école de tourisme. Et je suis allé dans une école de tourisme où je me dis, bah là, je vais voyager, j'adore parler les langues, j'adore accueillir les groupes, voilà, quelqu'un assez sociable, mais je me dirige pas du tout dans le monde du saltimbanque. Le monde du showbiz, c'est pas du tout ça. À ce moment-là, je me dis, je vais faire un métier normal. Et je me dirige donc dans une école de tourisme. Et j'apprends à être un touriste. Tu vois, je crois que je passe même pas le bac. Je ne l'ai même pas passé le BTS. Parce qu'en fait, j'ai été pris dans un club d'entrepreneurs du tourisme. Et puis, j'ai été président du bureau des élèves. J'ai commencé à animer les trucs. Et j'avais déjà des velléités à prendre le micro, à m'amuser. Etc. Et dans cette école de tourisme, on m'envoie en stage dans un club, pas Club Med, mais l'équivalent d'un club, où j'apprends le métier d'animateur. Et je me souviendrai toujours de cette fois où, tout à coup, on me dit « Lorenzo, c'est toi ce soir qui va présenter la soirée ». J'ai pas fait pipi dans la culotte, mais c'était pareil. Ça te revient. Ah bah ouais, et là, il y avait 500 personnes devant, et tout à coup, je prends le micro, Mesdames et messieurs, bonjour, tu es avec moi, bonjour, je suis vraiment très très content d'être avec vous ce soir, avec la voix haute et tout. Et voilà. En 83, je démarre ma carrière d'animateur. Et en parallèle, dans cette école, je suis des cours de théâtre. Un monsieur qui s'appelle Dana Chen, peu importe. Et je rencontre un monsieur qui s'appelait, un élève comme moi du cours de théâtre, qui s'appelait José, et qui me dit, écoute, j'aime bien t'as la tchatch et tout ça, tu veux pas faire une émission de radio avec moi? On est en 83, et il anime une émission sur Radio Bocal, qui est la radio de Daniel Guichard. Un chanteur français, je ne sais pas si tu connais. Et là, il fait une émission tous les dimanches soirs qui s'appelle Cinémanie, ou Cinémania, peu importe. Et il me dit, viens, et comme ça, toi, tu feras des critiques de films. Alors, il faut savoir que je faisais des critiques de films que j'avais jamais vus. Ok. Parce qu'en fait, c'était une émission, mais on n'était pas invité à toutes les avant-premières. Donc, quand c'était un film de bourrin, genre Schwarzenegger, je disais que c'était bien. Quand c'était un film un peu plus intellectuel, je disais que c'était moins bien. Tu vois, et honnêtement, moi, j'ai des cassettes de cette époque. Qu'est-ce que j'étais pas bon. Pour dire un truc en 10 secondes, je mettais 1 minute 30, tu vois, je bafouillais, j'y arrivais pas, quoi. Puis j'avais une voix haute, comme ça. Bon, bref. Mais c'était les débuts et je m'éclatais. Et puis, c'est marrant parce que ce José, qui était bon, hein, il était bon. D'ailleurs, il habite à Montpellier, c'est marrant. Okay. Il habite à Montpellier. Et ce mec-là, il m'a appris le métier. Et quelques années plus tard, quand je suis devenu après star de la radio, il est revenu vers moi et je ne l'ai jamais oublié. Je lui ai dit, tu sais, José, c'est grâce à toi si je suis là. Et il m'a dit, bah, c'est vachement sympa quand même de penser à moi. Et je l'ai revu il y a 4-5 ans d'ici. Il est venu ici en me disant, quand je pense que tout a démarré avec Cinémanie. Marrant, hein. Ouais. Tu penses que tu aurais fini dans ce milieu sans cette personne-là ou Non, oui. De toute façon. C'est ta vision long terme dans tu sais, moi, non, j'avais pas de vision long terme. C'est que moi, j'aime bien, je suis quelqu'un de spontané. Je ne ferme jamais aucune porte. Donc, par exemple, il faut le savoir qu'à cette époque-là, on invite une agent artistique de star. Et cette personne, elle s'appelait Diane Lasserie, je ne sais pas si elle est encore là, elle est agent artistique, et elle me dit « Ah, moi je suis agent artistique de cinéma, je n'ai pas de secteur variété. Ça ne te dirait pas de monter l'antenne variétoche, musique, comique, etc. » Je dis « Et là, moi, bon ouais, d'accord. »
Je sais même pas taper à la machine. À l'époque, il n'y a pas d'ordinateur ni rien du tout. Et je dis, bah ouais, ok, on y va. Et je me lance dans l'aventure d'agent artistique. Et je rencontre des imitateurs, des chanteurs. Je vais écouter des gens dans les cabarets, dans les trucs. Je sais pas si tu connais, non, tu connais pas, mais David Christie. Je m'occupe d'une tournée de musique, de chansons et tout ça. Puis quand je suis sur la scène, je les vois tous, je suis en train de négocier avec les tourneurs et tout ça mais là je suis là, mais moi j'ai pas envie d'être derrière, moi j'ai envie d'être devant, moi je veux présenter, moi ça me gonfle moi d'être derrière, j'ai pas envie, moi j'ai envie de faire le show, j'ai envie que les gens ils applaudissent et tout ça. Et là j'ai un déclic. À ce moment-là, je me dis il faut que je fasse quelque chose. Parce que juste avant de revenir sur ce point, excuse-moi, t'étais un peu en mode explorateur, j'ai l'impression, c'est-à-dire comme tu disais, tu fermais aucune porte, tu découvrais un petit peu, t'avais la vingtaine à ce moment-là, c'est ça ? Ouais, à 20 ans, tu sais pas vraiment ce que tu veux faire. Moi, à 20 ans, je rêve, c'est toujours un rêve d'être connu. Parce que mon rêve d'avoir mon affiche en haut, d'avoir mon nom en haut de l'affiche, c'est un rêve. Mais tu te dis, bon, t'as 20 ans, la vie, elle est longue, quoi, tu vois. Donc, j'explore. Voilà, je suis un explorateur et je teste des trucs. Et on est en 85. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on est en 85 à peu près, et je dois partir à l'armée. Et après, je pars aux États-Unis avec ma famille. Okay. Très important, c'est que c'est le point de départ. Je pars avec ma famille, on fait le tour des États-Unis, et j'arrête pas tous les matins d'écouter les morning shows à la radio. Et j'entends des animateurs complètement dingues, des mecs comme Howard Stern, Greaseman, qui font des voix un peu, je sais pas si tu te souviens de ce film Good Morning Vietnam. Oui. Bon ben voilà, Robin Williams, des mecs qui font les cons à la radio. Et on est au début de la FM quand même. Et là, je me dis, en fait, c'est ça qui me plaît. Parce que j'ai fait un truc à cette époque-là, que je donne d'ailleurs même à mes filles ou à des gens qui me le demandent, c'est si tu sais pas ce que tu veux, fais 3 colonnes. Fais une colonne, qu'est-ce que tu rêves de faire, qu'est-ce qui serait bien de faire, et puis qu'est-ce qui est possible de faire, tu vois. Et donc j'avais noté, j'aimerais bien être comédien, je pourrais être guide-interprète, je pourrais être aussi, je pourrais être animateur radio et tout. Et à un moment donné, j'ai mis le pour et le contre. Et je me suis rendu compte que animateur radio, c'était déjà un nouveau métier, qu'on pouvait être à la fois comédien à la radio et voilà, on pouvait être comédien et animateur. Donc finalement, ça correspondait à tout ce que j'aimais. Et je me suis dit, chiche, c'est le début de la FM, je me lance. Il y avait le début d'Énergie et tout ça, je me lance. Et je rentre, on est en 86, je rentre, et là, je vois qu'il y a un cours avec Europe 1 qui s'appelle Cours Média, qui dit, bah, voilà, devenez animateur radio en 1 an. Et donc, je rentre dans cette école, et là, je me souviendrai toujours, c'est qu'il y a un grand monsieur de la radio qui s'appelle Jackie Gallois, qui me dit, si tu veux être un bon animateur, il faut savoir lire des pubs. Et donc, il me donne des textes comme ça. Papam, papam. Et là, je l'ai fait. Dans un instant, sur M6, il me donne des textes. Et à chaque fois qu'il me donne un texte, ça marche. Et il me dit, mais t'as déjà fait ça ? Je dis, ah non, pas du tout. Mais depuis que je suis tout petit, j'écoute des pubs à la radio et tout ça, donc pour moi, c'est facile. Il me dit, ok, vas-y, anime. Et là, je fais, bonjour, bienvenue à vous tous, je m'appelle Lorenzo. Et j'avais déjà un peu d'expérience de la radio. Et puis, il me dit, je vais t'apprendre un truc. Quand tu démarres à la radio, il faut toujours être sec. Et je lui dis, je croyais qu'il fallait être chaleureux, sympa et cool et souriant. Je me souviendrai toujours, parce qu'il me fait, écoute-moi. Il me dit, sexe, le S, c'est pour le sourire. Le sourire. Si tu souris pas, ton audience, elle va pas te sourire, donc elle va se barrer. Ah, ok, d'accord. Et le E, c'est pour l'enthousiasme. Si t'es pas enthousiaste, laisse tomber. Ton public, il va se barrer. Il va pas avoir envie de t'écouter. Et puis le C, je dis le C, c'est pour la confiance. Ah, c'est pas ça. Là, c'est pas la confiance. C'est la conviction. La conviction que ce que tu dis au moment où tu lis est la chose la plus importante au monde. Et là, je dis. Et donc, quand on sourit, on est enthousiaste et on est convaincu, on fait de l'audience. Il me dit, voilà, t'as tout compris. Et donc,
À partir de là, avant même d'ouvrir le micro, j'étais là. Je respire, sourire. Bonjour, bienvenue à vous tous aujourd'hui en direct sur Fun Radio. Vous allez redécouvrir et j'avais la conviction à chaque fois, et c'est là que j'ai inventé la technique de la canne à pêche pour affirmer tout ce que je dis. C'est-à-dire que la technique de la canne à pêche, qui est une technique qui est aujourd'hui employée par tous les grands communicants, les grands orateurs, les comédiens, les journalistes, les animateurs. C'est une technique qui permet d'affirmer tout ce que l'on dit. Et d'ailleurs, tu remarqueras, chaque fois que je parle en canne à pêche. Chaque fois que je parle en canne à pêche. Ouais. La canne à pêche, c'est on jette la canne à pêche, ça fait un arc de cercle, et la phrase, on l'affirme. Voilà. Mais tu le fais de façon naturelle, tellement c'est une seconde nature que j'enseigne à tous mes élèves, tous mes clients. C'est un peu comme apprendre à parler. Je reprenais l'exemple que on s'était rencontrés à la suite d'un événement auquel on avait tous les deux participé en tant que speaker. Et je passais juste derrière toi, moi qui suis largement moins avancé que toi, c'était peut-être la 3e ou 4e conférence de ma vie que je menais. Et je prenais justement les exemples que tu partageais. Et c'est vrai qu'au début, c'est très compliqué à faire parce que tu as l'impression de... C'est comme quand tu parles une nouvelle langue, tu as l'impression que tu conscientises ce que tu dis, ce que tu partages. Mais je sens quand même que par rapport à mes débuts, c'est comme un muscle qui se pratique. Et il n'y a pas de secret, encore une fois, c'est la répétition derrière. C'est la répétition. Et il y a un autre truc important, c'est que la plupart du temps, tu vois, quand on démarre, on se met tout dans la tronche. On pense, on réfléchit, on se dit « Oh là là, ici, il faut pas que j'oublie mon texte, faut pas que j'oublie... » Alors que le seul truc auquel on doit penser, le seul truc, c'est son cœur. En gros, c'est être comme on est, et parler à son audience. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ouais, je suis trop content d'être avec vous. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que j'ai commencé. Tout à fait. C'est bonjour, comment ça va? Ça va? Bien manger? Voilà. On se connecte de cœur à cœur. Parce que si tout à coup on est dans la tête, alors bonjour, tout de suite dès qu'on est dans la tête, on est sérieux, on oublie de sourire. Alors que quand on parle avec son cœur, on est connecté, on se connecte à son audience. Et c'est là toute la différence. Et finalement, en plus, ça sert certes pour des prises de parole ou autre, mais ça sert dans la vie de tous les jours. Un entretien d'embauche, en tant qu'entrepreneur, vendre à des clients. Là, au final, là aussi, c'est vrai. Tu vois. Ça te sert tous les jours de ta vie, finalement. Toujours. En fait, la clé, c'est que être soi-même... Quand on communique, quand on parle à l'autre, que ce soit à une personne, à un patron, à une audience, c'est toujours la même chose. Sauf que l'on doit toujours se mettre en mode show, c'est-à-dire en mode je suis disponible, je suis souriant, enthousiaste et convaincu, tu vois. On n'est pas en mode tiens, s'il te plaît, tu peux me passer le sel. Ouais. Tu vois, quand on est à table en train de manger, on n'est pas en mode représentation. Mais quand on est en représentation, sans se mettre de masque, sans se cacher derrière un paravent, il suffit juste de montrer la meilleure version de soi. Mais pour ça, c'est tout un travail d'acceptation de soi. Et au début, si tu t'acceptes pas, tu te caches, tu as des complexes. Tout le monde, comme je te l'ai dit au début, on a tous des complexes. Et le travail, c'est d'accepter pleinement qui on est et de se dire, voilà, ok, j'ai un meilleur profil à droite, à gauche, je m'en fous. En fait, la solution, moi, je l'ai trouvée. Fuck la perfection. C'est bien résumé. C'est tout. Et on pourrait croire, c'est très intéressant ce que tu dis, que c'est un travail de voix, de muscles, etc. Alors qu'en fait, c'est surtout ici que ça se passe. En fait, la voix, c'est ton média. Regarde, si je ne mets aucune intention dans ce que je dis, tu vois, si je te réponds, tu sais, ouais, moi j'ai commencé à l'âge de 5 ans, voilà, je vais avoir, tu vois, ma voix, elle ne fait que refléter l'intention que j'ai et l'énergie que j'ai dans ma tête, tu vois, je deviens très chiant, tu vois. Ouais. Mais si dans ma tête, mon intention, c'est de me dire « Waouh, j'ai envie que ce moment soit un moment cool. » Donc c'est mon intention. J'ai envie que ce soit sympa. J'ai pas envie que ce soit chiant. Ouais. Donc je mets une intention, je pose l'intention. Et pour que ce soit sympa, il faut qu'il y ait une énergie sympa. Qui soit bonne. Pas une énergie down, tu vois. Donc, je pense à qui je suis en premier, mon identité. Je suis Lorenzo Pancino. Je suis pas quelqu'un de comme ça. Je suis plutôt quelqu'un ouvert. J'ai la pêche, j'ai la passion. Donc, mon personnage, il est clair.
Ensuite, mon intention, c'est quoi? Mon intention, c'est que le moment se passe bien. Donc, je suis ouvert à tes questions. Et mon énergie, j'ai une énergie, une énergie cool. Et après, ma voix, elle suit tout ça. En fonction. Mais pas le contraire. En fait, la plupart des gens pensent à leur voix. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors qu'il ne faut pas penser à ça. Ta voix, elle ne suit que ce que tu veux. Je te donne un exemple. Quand tu es dans un bar, ça fait un quart d'heure que tu as appelé le serveur. Et le serveur, il t'a oublié. D'accord? Est-ce qu'il est à l'autre bout? Est-ce que tu vas faire s'il vous plaît, s'il vous plaît, tu vas pas faire ça. Tu vas faire s'il vous plaît, merci, tu vois. Voilà, pour l'interloquer, pour qu'il puisse se retourner et te voir. Mais on va le faire naturellement. Mais tu vas le faire naturellement, mais parce que ton intention, c'est qu'il se retourne, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et l'énergie, t'en parles beaucoup aussi, et ça m'avait vachement marqué sur cette conférence notamment, mais je sais que tu le fais régulièrement, c'est la montée en énergie pour être impactant derrière. T'avais fait tout un tas d'exercices où les gens au début dans la salle se disent mais qu'est-ce qu'il nous fait lui, tu vois, et à la fin tout le monde était sidéré de voir, déjà tu ressentais dans la pièce que l'énergie était remontée, juste avec quelques exercices de base. Surtout que c'était après déjeuner en plus, donc c'était pas facile, la digestion et tout. En fait, c'est l'énergie, c'est important quand on commence un webinaire, un podcast ou peu importe, c'est de se mettre en énergie haute, c'est soit simplement de rire, tu vois. Ouais, c'est un exercice de base, tu vois. Si tu te mets en mode rigolo, je marre, même si t'as pas l'habitude de rire instantanément, force-toi à aller sourire, tu vois. Ouais, je me souviens. Tu penses un moment et rien que là, ça va ouvrir ton visage, ça va te rendre plus ouvert et ça va te donner envie de faire les choses. Parce que en faisant ça, déjà, pareil comme si tu applaudis, tu vois, tu t'applaudis, tu bouges ton corps, il est galvanisé, il est stimulé. Alors que quand tu arrives et que tu ne penses qu'aux trucs toutes les merdes qui peuvent arriver, etc., tu te stresses. Ouais. Et donc tu essayes d'être parfait, tu contrôles tout, et donc t'es pas à ce qu'on te dit. Ouais, c'est clair. Tu vois, t'es pas au moment présent. Ouais, tout à fait. Et ça m'avait beaucoup servi d'ailleurs, ne serait-ce que côté énergie, juste avant de se piquer. Donc j'imagine en plus en travaillant plus en détail. Pour revenir par rapport au point où justement tu rencontres cette personne qui t'explique la méthode SEC, comment ça se passe après par la suite? Il décide de travailler avec toi? Lui c'était un prof. À la fin de ce cours média, il y a un examen. On est 25 ou 30 élèves, il y a un examen. Et les premiers, c'est comme à l'école de police, quoi, les premiers ils restent à Paris, puis les autres ils se terminent au trou du cul du monde, tu vois. Là, le premier, il choisit son stage à Paris. Et je termine premier. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là. C'est que des gens que tu connais plus, mais Yann Egan, Jean-Loup Lafont, que des grands de la radio à l'époque qui sont là en jury. Et moi, je prépare une émission. Et tu te souviens de cette musique Stand By Me de Benny King, When the night has come. Et là, je commence et je lance bonjour tout le monde, bienvenue. C'est le début de mon émission pour cet examen. Et ça commence. Bonjour. Alors, je viens d'apprendre une nouvelle absolument incroyable. Il paraît que les Belges ont décidé d'envoyer une fusée vers le Soleil. C'est une nouvelle qui vient de tomber. Alors, bien sûr, tous les autres, les scientifiques du monde entier leur ont dit, mais vous vous rendez compte, si vous envoyez une fusée vers le Soleil, elle va fondre. Et les Belges auraient répondu, mais pas du tout, nous l'enverrons la nuit. When the night has come. Ah ouais, pas mal. Et là, ils ont été tous... Et il faut savoir que c'est le début, pour moi, de l'utilisation de mes petits personnages. Okay. Mes petits personnages, c'est-à-dire que je me parlais. Bonjour tout le monde. Oh, ça va, tu pourrais parler un peu moins fort, s'il te plaît. Oh, dis-donc, ça va, toi, t'es qui, toi, pour me parler comme ça? S'il vous plaît, vous pourriez un peu vous calmer? Il y a tout le monde qui nous écoute. Ouais, ça va. En fait, je faisais des voix. Et je me souviendrai toujours qu'un de mes profs m'a dit, Lorenzo, c'est pas en faisant des petits personnages que tu réussiras dans la radio. Donc, il faut être droit, il faut être souriant, sympa, mais c'est pas des petits personnages. Le mot petit personnage m'est resté. 5-6 ans plus tard, je deviens
star de la radio grâce à mes petits personnages. Parce Ouais, que j'avais 1 million d'auditeurs et les gens, ils attendaient mes petits personnages. Ils envoyaient même des cadeaux à mes petits personnages. J'avais créé un truc qui s'appelait le Lorenzo O du matin, où j'avais le monsieur nuage au perché. Bonsoir. Bon, que dis-je, bonjour. La météo du jour. Ah. Ben oui, c'est pour lui. Voilà, j'avais un personnage. L'autre j'avais le gnome qui était toujours en train de me faire des personnages, qui me disait hey Lorenzo, on peut pas dormir un peu, tu peux pas mettre la musique un peu moins fort. Et j'avais Grocky, un personnage qui je sais bien que je suis pas rapide à la comprenette, mais j'ai rien pigé. Et j'avais un peu comme dans le Muppet Show, tu vois, j'avais le petit bide. Et dans un instant, la suite de nos aventures incroyables. Un peu comme dans le Muppet Show, tu vois. Donc, et je m'amusais. Et le matin, ça créait une ambiance de dingue pour réveiller les gens. Ils venaient me chercher. Il y avait des taxis qui venaient me chercher chez moi le matin, qui n'attendaient qu'une chose, c'est de venir me parler le matin. Et je recevais des saucissons pour le gnome. Ouais. Et c'était le début de ma carrière à la radio. Et c'est sur Chérie FM, ça c'était. Chérie FM, ok. Et c'est cette singularité qui a peut-être fait aussi ton ascension derrière. Ouais. Bah, c'est ça qui a fait toute la différence, parce que la plupart des animateurs étaient assez classiques, et moi, tout à coup, j'ai inventé un concept qui était la jungle. Après, d'ailleurs, sur Skyrock, j'avais créé un concept qui s'appelait la jungle en délire. Ok. Tu vois, il y avait une chanson qui... Hello, hello. Je sais pas si tu te souviens de cette musique de Kokomo des Beach Boys. Hello, 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 Lorenzo, dans la jungle en délire. C'est toi le plus barjot. Ah ouais, carrément, jusque. Et voilà, c'était des. Et puis après, j'ai eu l'ascension où je me suis fait virer de Fun Radio avec Manu Lévy qui est maintenant sur Énergie. Et après, j'ai eu une expérience absolument incroyable. J'avais ce qu'on appelle 1 an de non-concurrence à la radio. Ok. Et j'avais pas le droit de travailler donc dans une autre radio. Et donc j'ai décidé d'aller réaliser un de mes vieux rêves. C'est de devenir le premier animateur radio français à aller faire de la radio aux États-Unis, la patrie de la radio. Et donc j'envoie à l'époque, il n'y a pas Internet, ça n'existe pas, on est en 95. Ouais. J'envoie une centaine de cassettes à des radios américaines, en me disant, je fais des maquettes d'un morning show, de différents trucs. Je faisais les love messages, les messages, les disques à la demande, mais avec une voix à la française qui fait que ça pouvait plaire aux auditrices. Et là, je reçois, 1 mois et demi plus tard, un message sur un magnétophone répondeur. Et je m'en souviens, c'était incroyable. Hi, this is Gene Knight from KKBH San Diego. Hi, Lorenzo, we'd like to hear your voice here in San Diego. Et là, je fais... Et genre, 1 semaine plus tard, même message, mais d'une autre radio à Fayetteville, en Caroline du Nord. Il dit « Hi, Lorenzo, well, we're on our... » Je me souviens plus de le nom de cette radio. « On Fayetteville, we would like to hear your voice. » Et là, je fais... C'est parti. Et là, je vends, je file mon appartement, je me sépare de ma nana de l'époque, je revends mes meubles, je prends mon billet d'avion et je me barre. Et je me barre aux États-Unis faire de la radio. Trop bien. Où ça exactement ? À San Diego. À San Diego, en Californie. Et je vais rejoindre la fille, truc de dingue ça, je vais rejoindre la fille de meilleurs amis de mes parents, qui s'appelle Sandrine. Retiens bien ça, parce que cette Sandrine va avoir un rôle extrêmement important des années plus tard. Okay. Retiens bien ça. Sandrine. C'est que je vais rejoindre Sandrine. La veille de mon départ à San Diego, je suis dans une soirée showbiz à Paris, où on rencontre du monde, machin et tout ça. Et là, il y a une copine qui me dit « Ah, c'est dingue, tu vas à San Diego. Ah, c'est drôle parce que j'ai ma sœur, elle est mannequin, elle est à San Diego et elle se lance dans le showbiz et tout ça. Ah, c'est drôle, mais... Bon, c'est une anecdote que parmi tant d'autres. Je vais à San Diego, je vais voir Sandrine. Elle me dit, viens, on va à une soirée. Qui je rencontre à cette soirée ? La sœur de la fille. Ok. Alors que, si tu veux, je ne la connaissais pas, moi, cette fille. Elle me dit, ah, mais c'est toi la sœur de... Truc de dingue. Le monde est petit. Et il faut savoir qu'à San Diego, les plages de San Diego, le matin, c'était génial ça. Le matin, tu as les mecs qui sont en costard-cravate.
ils descendent avec leur skateboard, leur long skateboard, avec le surf sur l'épaule et l'attaché caisse. Ils descendent jusqu'à la plage. À 7h du mat, ils vont faire un peu de surf. Ils vont se doucher, ils se rhabillent et hop, après ils vont bosser. Voilà. Et un jour, je suis avec Sandrine et je reçois un coup de fil de Gene Knight qui me dit Lorenzo, je sais que tu es à San Diego. Ce soir, il y a quelqu'un à remplacer ce soir. Tu commences ce soir. Il est 11h du matin. Et là, je suis... Le stress. Et j'arrive là, le soir, j'arrive. Il me dit Ok, Lorenzo, alors ici, tu as ici la console, les disques sont là, nanana. Voilà, ici, tu as le logbook. J'avais jamais entendu parler d'un logbook. En France, il n'y avait pas ça. Les logbooks, c'est des livres où tu as, à chaque moment où tu dois parler, il y a des moments bien spécifiques, tu dois lire un texte bien spécifique qui correspond à des phrases de positionnement de la radio. Et tu dois annoncer tel truc, machin, etc. Ok, je dis, bon, ok, no problem. Et là, je me retourne, je dis, ok, est-ce que quelqu'un, la standardiste m'envoie les messages? Elle me dit, non, c'est toi qui prends les messages au téléphone, c'est toi qui réponds au téléphone. Tu te dis, non, t'inquiète pas. Et puis, quand tu quitteras la radio vers 2h du matin, tu fermes la porte à clé, voilà le code. Et là, je fais, Ah yes, it is wonderful. Et là, moi, j'avais préparé tout un truc dans ma tête. J'avais un slogan. C'était Hi, my name is Lorenzo, your French DJ on the air. Send me your best love message. I will give you my best love massage. Voice massage. Et j'ai commencé la radio comme ça. Et je dois dire que j'étais aux anges. Et quelques semaines plus tard, j'ai un ami qui est directeur des programmes de Fun Radio, qui s'appelle Jean. Il m'appelle, il me dit Lolo, c'est moi. Il me dit Lolo, écoute, c'est la cata. Arthur est parti sur Europe 1. On a relancé le morning. C'est une catastrophe monstrueuse. Je vois que tu t'éclates aux États-Unis, mais voilà. Ton expérience américaine nous plaît. Est-ce que tu voudrais pas revenir animer le morning de Fun Radio? Et là, je lui fais non. Là, je vis mon rêve absolu aux États-Unis. Non, c'est pas. Non, merci. Et là, tu sais ce qu'il me fait? L'enfoiré encore, je dis. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit écoute, si tu viens, dans quelques semaines, tu as ton nom en haut de l'affiche. En 4x3 dans toute la France. Il a touché. Et là, je fais attends, j'ai réfléchi. et là, je lui dis salaud. Ok. J'arrive. J'arrive. Et quelques semaines plus tard, j'étais à l'antenne de Fun Radio et j'ai démarré ma carrière sur Fun, qui a été une des périodes de ma vie en radio les plus extraordinaires, parce que j'ai fait tout ce que je voulais. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je deviens aussi, quelques années auparavant, je commence à être coach de stars aussi, de futurs stars, des gens comme Michael Youn, Fred Testo, voilà, que des gens du monde du cinéma, de la télé, de la radio. Et ce que j'ai fait à Fun Radio, il faut savoir que Michael Youn, après, l'a fait dans Morning Live, sur M6, etc. Et bon, lui, il l'a mis à un autre niveau encore, mais c'était les prémices de « on fait n'importe quoi à la radio ». Quand je dis n'importe quoi, c'est que tu peux même aller sur YouTube, tu tapes Lorenzo Fun Radio requin. Je suis allé faire une émission au milieu des requins où je donne à manger aux requins, à 30 requins. Je suis en Côte de Maille et j'ai un masque AGA où je parle dans le micro. Et je diffuse ça. À l'époque, il y avait Fun Radio et Fun TV en même temps. Et on voit les images pendant que je suis en train de nourrir les requins, tu vois. Où je suis allé me faire 250 km/h dans le bois de Boulogne sur le capot d'une Ferrari. N'importe quoi. Ouais, c'était... Ça se débridait un peu, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'était complètement fou. À cette époque, tu connais Eric et Ramsey, c'était le début d'Eric et Ramsey. Je me souviens, on était à Cannes, pour le festival de Cannes. On avait le yacht de Fun Radio, on faisait les émissions en direct. Et tous les matins, dans mon émission de 6h à 9h, il y avait, 1000 gamins, 1000 jeunes qui étaient là pour chanter mes chansons et tout ça. Et le dernier soir, je crois,
ou le dernier matin, pardon, je dis si vous plongez dans le port, donc on était dans le port de Cannes, si vous plongez dans le port, vous gagnez tous un t-shirt. Et là, je m'attendais pas qu'il y ait une folie absolue, mais là, tout le monde saute dans le port. Ouais. Il est 8h du matin et tout le monde saute dans le truc. Et à un moment donné, il y a mon équipe qui me prend et qui me jette à l'eau avec. C'est un bordel monstrueux. Et ça se termine le soir où je me déguise. Je prends les motos officielles de Cannes. Et je décide de faire un canular absolument incroyable. Moi, j'étais spécialiste de canular, je faisais des voix rigolotes et je piégeais les auditrices et les auditeurs qui... En fait, les auditeurs voulaient faire des pranks à quelqu'un de leur famille ou leurs amis. Ils m'envoyaient des trucs et on mettait en scène des scénarios de dingue à la radio, jusqu'à une prise d'otage dans une banque. Hein. Ah oui. Voilà. ou l'attaque des Martiens, des trucs de dingue, des trucs de fou. Et là, ce jour-là, je décide donc de me faire passer pour Al Pacino sur la croisette. Donc je suis avec une fille splendide en moto, machin, et je demande à tous les auditeurs qui nous ont rejoints de faire un cercle autour des motos officielles de Cannes pour pas que les gens me voient trop près. Et donc, tout le monde est là. Et je leur dis, vous allez donc courir avec nous du port jusqu'au Martinez, de l'hôtel Martinez. Et le but, c'est de rentrer dans le Martinez qui était fermé. Et une fois qu'on arrive là-bas, on dit merci à tout le monde et tout ça. On passe aussi devant Nulle part ailleurs de Canal+. Et là, t'as tout le monde. Il y a Eric et Ramsey qui sont avec le micro. Ouais, on est en direct sur Fun Radio avec Al Pacino, Lorenzo. Ouais. Et puis là, je suis là avec les lunettes de soleil. J'ai encore des photos de ce truc-là. Et là, ça devient un souk pas possible sur la croisette. Les gardes nationaux à cheval qui essaient de disperser la foule. C'est un truc de malade. Il y a les gens de Canal+. À Canal+, il y a tous les gens, le public qui vient, qui dit « Al Pacino, Al Pacino, Al Pacino !» qui dit « Al Pacino, Al Pacino !» Et moi, je suis là. Ouais, un mélange de De Niro et Al Pacino. Et on arrive devant le Martinez, l'hôtel Martinez. Là, il y a des grilles. Et il y a le patron du Martinez qui fait « Ouvrez les grilles !» Et Al Pacino qui arrive donc dans le Martinez en moto. Et là le patron, il vient « Mais vous n'êtes pas Al Pacino ?» Je dis « Non, je suis Lorenzo, vous êtes en direct sur Fun Radio. » Et là, je me bats et je suis arrêté par un journaliste. Et le journaliste dit Al Pacino, il me reconnaît pas, il me dit Al Pacino, do you have something special to say to all the French people? Et là je fais oh yes, I love you, I love Fun Radio and I fuck you. Et on se barre en moto, c'était énorme. Et voilà, c'était les années fun où on faisait tout ce qu'on voulait. Ouais, aujourd'hui c'est devenu un peu plus compliqué. Ouais, maintenant c'est du marketing à gogo et c'est terminé. Mais c'était les années, voilà. Et à partir de là, j'ai décidé d'avoir un peu moins de quantité de vie et d'avoir une meilleure qualité de vie. Parce qu'à cette époque-là, il faut le savoir, je réveillais les stars. Il y avait un jingle, Lorenzo réveille les stars, Lorenzo, la star des stars. Et j'allais chercher les numéros de téléphone des stars dans les boîtes de nuit, dans les soirées, etc. Et le matin, au petit réveil, je les appelais. Et il y a d'ailleurs un moment magique où je réveille David Bowie. Ok. Et David Bowie, je crois qu'il est encore sur YouTube, cette interview. Et je lui dis, David, le matin, nous en France, on aime bien chanter sous la douche. Donc si je t'envoie la douche, est-ce que tu peux nous chanter sous la douche ? Il dit, oh yes, of course. Et là, je lui envoie un bruitage de douche. Et là, il fait Blue Moon, na 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 na. Et puis à un moment donné, il joue le jeu, il fait, oh, I'm sorry, Lorenzo, I dropped the soap. Tu vois, je vais laisser tomber le savon. Ouais. Et là, je fais, magique, quoi. David Bowie qui te dit ça, tu vois. Et là, et ça a été mes années magiques. Et je te dis, à partir de là, j'ai décidé parce qu'en parallèle de tout ça, quand même, la voix était toujours là, présente, mais en parallèle de mes années radio, je vivais, pour doubler et tripler mes salaires, je faisais des voix off. Toujours. Je faisais toujours des voix pour la télé, la radio, et j'avais toujours... En fait, c'était mon modèle économique, c'est je ne veux pas dépendre que d'un seul revenu. Donc j'ai la radio, mais en même temps, on ne sait jamais, il faut savoir qu'en radio, on avait l'épée de Damoclès sur la tête tout le temps. On pouvait te virer du jour. On peut te virer, à tous les 3 mois, à chaque sondage, on peut te virer.
Ok. Donc tu vis avec... Parce que c'est le seul critère qui rentre en compte. Bah oui, tu fais de l'audience, tu restes. Pas... Exactement, comme en télé, quoi. Sauf qu'en télé, c'est même encore pire. Mais en radio, c'était tous les 3 mois. Et donc, chaque fois, tu te dis, est-ce que tu vas tenir ou pas? Et donc, en parallèle, pour pas dépendre que de ça, je faisais des voix de pub, des voix de cartoon, etc. etc. Et quand j'ai décidé de quitter la radio en 97-98, je n'ai fait, après, j'ai décidé de faire une carrière de comédien voix off. Mais à l'époque, c'est pas... Alors, un truc important, c'est que là, je t'ai montré le côté waouh, d'accord ? Mais avant de me lancer complètement dans la télé, dans la radio, parce qu'après, je fais de la télé, je travaille pour TF1, pour M6, etc. Il faut savoir que ça n'a pas été simple au début. Au début, j'ai même failli, quand j'ai fait l'école de radio, je me suis fait virer d'une radio, je faisais des castings, à chaque fois on me disait « on vous rappellera », tu vois. Et puis finalement on me rappelait jamais, ouais. Et puis tu sais, au fur et à mesure, ton estime de toi, elle commence à se casser la figure, et puis un beau jour, je m'en souviendrai toujours, je décide d'abandonner. Ok. Je décide... Je crois qu'on est dans les années 80, un peu après mon école de radio. Et je dis, je vais aller voir mon père, ma mère, je vais leur annoncer que je vais faire un métier plus simple, un métier plus dans mes cordes, quoi, tu vois. Et là, je dis à mon père, il était à côté du barbecue, il faisait cuire des saucisses au barbecue, et je lui dis, papa, écoute, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que c'est pas pour moi... Et il me dit, c'était ton rêve? Et j'ai dit, oui. Il me dit, mais il avait un accent italien, mon père. Il me dit, tu sais, Lolo, tu as le droit de tout abandonner pour atteindre tes rêves, mais tu n'as pas le droit d'abandonner tes rêves pour des mauvaises raisons. Comme la peur, le manque de confiance ou le manque de travail. Donc si tu crois que tu as un don, travaille, va apprendre avec les meilleurs, va te former. Arrête de faire chier. Et là, il me sort une boîte d'allumettes et il me dit, tu sais, la vie, c'est comme une boîte d'allumettes. Soit tu craques l'allumette, tu allumes ton chemin, ou alors tu laisses l'allumette dans la boîte et tu restes dans l'obscurité. Qu'est-ce que tu choisis? Tu veux une saucisse? et là, ça a été un déclic pour moi. Ça a été un véritable déclic parce que je me suis dit, mais ADG, quoi. Arrête de geindre. Arrête de te chercher des excuses, quoi. Bouge-toi le cul, quoi. Vas-y. Et là, je suis allé... J'ai investi en moi, je me suis formé, j'ai décidé de devenir la personne que je rêvais d'être, quoi. Tu sais, j'adore cette citation de Lao Tse. Je sais pas si tu connais, c'est un vieux pote. Lao Tse qui disait « Quand je me laisse aller à être moi-même, je deviens celui que j'aspire à être. » Tu vois, donc c'est en gros, laisse-toi aller, sois toi-même, accepte-toi tel que tu es, et tu seras celui que tu as toujours rêvé d'être. Et c'est ça, et ça a été toujours mon fil conducteur. Je me dis, mais oui, en fait, il faut que ton identité, montre-toi tel que tu es, ose être qui tu es. Ensuite, laisse parler ta voix, donne du pouvoir à ta voix, et ensuite, voilà, et donne du rythme à ce que tu dis. Et là, tu vas enfin capter l'attention. C'est ce qui a été l'essence, du coup, de ça a toute été ta l'essence carrière, de toute ma carrière. L'identité, la voix, le rythme. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, après, j'en ai fait la méthode coaching voix off, la méthode impact maximum, la méthode Webi Cashflow pour les webinaires, pour les podcasts, pour n'importe... Voilà, les conférenciers. Aujourd'hui, voilà, le grand avantage aujourd'hui, c'est que parce qu'après la radio, après la voix off, je suis arrivé dans le monde du web, dans les années 2000. Où tu as fait beaucoup de choses aussi. Ah bah oui, parce que ça s'est pas arrêté au monde des saltimbanques. Hein. C'est quand, dans les années 2000, il y a un truc, c'est que je forme beaucoup de gens. Je suis au Studio École de France, une école de radio. Je forme beaucoup de futurs stars ou des stars. Et je dis un truc à un pote un jour, je dis, tu sais quoi, j'adore enseigner. J'adore ça, je dis un truc, c'est dans mon ADN, j'aime bien transmettre mes méthodes, mes trucs, mes astuces pour que les gens y arrivent. Parce que j'ai toujours rêvé, il faut le savoir, moi j'ai toujours rêvé de rencontrer quelqu'un qui m'aide pour me devenir... Puis finalement, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que j'étais devenu mon propre maître. Donc, parce que j'avais jamais trouvé vraiment mon maître. Donc j'ai pris tout le monde,
Et j'en ai fait ma propre méthode. Et là, quand j'ai commencé à me lancer comme formateur, j'ai lancé Coaching Voix Off. Ensuite, Coaching Voix Off, je me suis rendu compte que l'avenir était sur Internet. Et donc, j'ai commencé à créer une méthode en ligne. Là, on est en quelle année à peu près? Là, on a passé un bond, on est passé en 2000 dans les années voilà. début du web. Donc en 2001, alors que ça faisait 10 ans que tout le monde me disait mais deviens entrepreneur. Je dis mais non, je peux pas, je sais pas faire moi, je suis nul en maths. Je suis nul en maths et moi je peux pas, je peux pas il faut être en costard cravate toute la journée, je peux pas. Il me dit mais t'es pas obligé d'être en costard cravate pour être entrepreneur. Ah bon? Et là, je décide de me lancer comme entrepreneur. Je me viande violemment, hein, j'ai jusqu'à 430 000 euros de dette. Okay. Oui. Et c'est le web qui m'a sauvé. Okay. C'est le web qui me sauve. En 2009-2010, je décide de transposer ma méthode que je faisais en formation présentielle, de lancer sur le web. Et là, j'ai la vision du web. Je lance Coaching Voix Off Online qui m'épure mes dettes pratiquement. Ensuite, je lance Maxi Voice, qui est une méthode pour apprendre à maîtriser sa voix, ses prises de parole, etc. Et je me rends compte que cette méthode, cette plateforme que j'avais créée avec une agence e-learning, elle n'est pas évolutive. Et donc, j'ai un petit stagiaire qui est là, qui me dit « Mais si tu veux, moi, ta plateforme, je te la transforme pour qu'elle soit bonne pour tout le monde. » Et je dis, ah bah écoute, amuse-toi, vas-y. Vas-y. Et le mec, 6 mois plus tard, il revient avec ma plateforme. Et il me dit, bah voilà, ça y est. Je dis, mais génial ta plateforme. Bon, on va la tester. Je l'envoie à mes clients qui sont coachs, formateurs, machin. Et là, j'ai 1, 10, 20, 50, 100 personnes qui me disent, mais elle est géniale ta plateforme, je veux la même. Et là, je fais, bah non. C'est ma plateforme, tu ne vas pas me la voler. Et il me dit, bah oui, mais tu as plein de fonctions qui sont géniales, moi je veux la même. Et là, je fais à mon stagiaire qui était devenu après mon collaborateur, je dis, dis-moi, combien de temps il faudrait pour transformer ma plateforme en une plateforme pour tout le monde? Il me dit, ça prend du temps. Je dis, mais tu t'emmerdes pas, hein, tu mets tout, tu mets les mails, tu mets l'espace membre, tu mets le tunnel de vente, les webinaires, ce truc simple, hein, tu t'emmerdes pas. Il me dit, toi, tu vas pas t'emmerder, mais moi un petit peu. Ouais, mais ça va être sympa. Allez hop, on est en 2000, on est en combien? En 2025, on est en 2014, d'accord? 2014, il met 1 an. En 2015, je suis invité par quelqu'un que vous connaissez, je crois, Olivier Seban. Oui. À Miami, et il y a tous les grands entrepreneurs du web de l'époque, Olivier Roland, David J, Biba Pedron, voilà, on est une 50aine, et on est tous en maillot de bain et tout ça, et Olivier il dit, ouais, venez dans la chambre numéro machin, Lorenzo va vous présenter un truc. Personne ne m'attendait là-dessus, tout le monde me connaissait comme expert en voix, en prise de parole et tout ça, mais c'est tout. Et là, je diffuse une bande-annonce d'un film, c'est mon film, et je crée l'Erniebox. Et là, je diffuse le truc. Et là, je leur dis, ben voilà, j'ai créé, les amis, un tout en un, une plateforme pour automatiser votre business en ligne de formation. Qu'est-ce que vous en pensez tous? Et tout le monde est là, oh. Et je dis, bon, ben, ça vous plaît? Vous venez tous des partenaires? Ok, on lance le truc dans quelques mois. Et quelques mois plus tard, on lance le truc. Et je fais un webinaire, 500 000 euros de chiffre d'affaires en une soirée. Et en une soirée, mais généré derrière. Et puis en quelques mois plus tard, on est devenu numéro 1 en francophonie mondiale. Et je m'attendais pas du tout à ça. Je deviens patron d'une solution SaaS. Et je crée une communauté qui s'appelle la Learny Family, et je deviens, voilà, et on devient incontournable, et avec un mouvement, tout le monde veut bosser pour nous, c'est l'ère de l'infoprenariat absolument génial. Je crée des soirées sur les plages, machin et tout ça, et on est le 27 septembre 2018 à 18h30, et tout à coup, je suis là, je suis avec plein d'entrepreneurs, je suis là, ah, c'est dingue, j'arrive plus à voir, bizarre, c'est avec mes lunettes, elles doivent déconner, elles sont toutes neuves, et là, j'arrive plus. Et il est 20h, je me retrouve à l'hôpital, aux urgences, et on me diagnostique un AVC hémorragique. Je passe à 1 mm de la paralysie totale et à 2 mm du cercueil. Et là, c'est le drame et la consternation encore une fois. Et là, tout s'arrête.
je décide de revendre l'Ornibox. Pendant 1 an, j'ai la tête en vrac, machin. Et 2 ans plus tard, je revends l'Ornibox et je repars, voilà. Et je suis à nouveau plus serein, plus cool. Mais c'était pas à cause du stress. Hein, Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est venu d'une surcharge de travail. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est comme une rupture d'anévrisme. Oui. En fait, c'était dans le cerveau. J'avais un vaisseau qui a pété. Mais fruit du hasard, entre guillemets. Ça pourrait arriver à un gamin de 15 ans. Ouais, ça arrive d'ailleurs à des gamins de 15 ans. Mais tout à coup, boum, ça arrivait. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et puis depuis, je me suis dit, je vais me replonger, parce que très vite, quand j'ai revendu l'Ornibox, je me suis un peu emmerdé, parce que moi, je suis un entrepreneur de base. J'aime bien créer des choses, avoir des visions, etc. Et je me suis dit, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit, est-ce que tu peux m'aider pour monter sur scène? Est-ce que tu peux m'aider pour la radio, pour le machin? Et je me suis dit, tiens, si je revenais à mes premiers amours, et je suis revenu à créer à nouveau mon programme pour les voix off, programme pour les entrepreneurs qui voulaient faire des vidéos, des conférences, des webinaires. Et voilà. Et aujourd'hui, j'en suis là à relancer des programmes. Et j'ai une nouvelle vision qui va certainement, mes filles veulent coacher aussi des gens pour la prise de parole, etc., parce que je les entraîne depuis qu'elles ont 4 ans. Et je me dis, tiens, et si on recréait des programmes, mais plus actuels, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent vendre en webinaire, ils veulent faire des VSL, ils veulent monter sur scène comme toi, speaker, Bien etc. sûr. Et moi, j'ai une méthode qui est unique. Elle est unique parce que je ne suis pas juste un coach en prise de parole ou en voix. Moi, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé et du web business. Donc, je connais le problème des entrepreneurs. Je connais le problème de savoir comment être devant les gens. Et je sais ce qu'il faut. Et c'est un coach vocal va savoir comment gérer la voix, mais il ne va pas savoir comment écrire un texte. Il ne va pas savoir comment transmettre le message, comment toucher le cœur des gens. Et je me suis dit, s'il y a bien quelqu'un qui est légitime pour ça, c'est moi. Donc, voilà, et je me lance à fond là-dedans. Et donc, j'ai créé là un programme pour les webinaires, je vais créer un programme pour les conférenciers, les speakers, après un autre programme spécifique pour le podcast, pour les gens qui veulent maîtriser leur voix. Et puis, je vais former des coachs qui vont scaler mes différents programmes. Et puis, après, mes filles vont reprendre le dessus. Puis, à un moment donné, je vais peut-être aller me reposer un peu. C'est clair. Très intéressant. La notion de vouloir accompagner spécifiquement des entrepreneurs, elle est venue du fait que tu as été entrepreneur sur les 10-15 dernières années. Ouais. Spécifique, du coup. Oui. Et c'est quelque chose auquel tu crois pour les années à venir, je suppose aussi. Oui, parce que aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens. Si tu es entrepreneur, je l'ai été, puis j'ai formé plus de 12 500 personnes, t'imagines un peu. Et j'ai vu plein d'entrepreneurs qui avaient du talent, qui avaient une super expertise, beaucoup de compétences, mais ne savaient pas transmettre leur message. Quand ils se retrouvaient à parler devant les médias ou en interview, alors qu'ils avaient des produits géniaux, mais ils ne savaient pas l'exprimer. Ils faisaient des webinaires, c'était chiant. Ils montaient sur scène, c'était insipide, inodore, incolore. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Tout le monde a le pouvoir d'exprimer quelque chose. Quel que soit le profil, quelle que soit ton énergie de départ. Toi, on n'a pas du tout les mêmes profils d'énergie, Non, c'est mais tu es un communicant quand même. Et il y a 3 types de profils sur Terre. Il y a des gens qui sont plus dans le don de soi, l'empathie, l'écoute. Tu vois, des gens comme Frédéric Lopez, je ne sais pas si tu vois l'animateur de Terre Inconnue, voilà, qui est plus, il aime bien faire parler les invités. Tu as des gens comme un peu plus comme moi, tu vois, qui sont un peu dans le showman. Et puis tu as des gens comme toi qui sont plus des experts, tu vois, experts, qui vont être plus, généralement, vous avez tendance à parler un peu vite, par exemple, et à parler de votre expertise en oubliant votre public, tu vois. Vous parlez vous savez, la compétence, mais vous oubliez votre public. Et donc, l'idée, c'est que chaque personne peut prendre des autres. L'empathique va prendre de l'expert pour savoir expliquer les choses plus calmement, et du showman en étant plus enthousiaste. L'enthousiaste va devoir calmer un peu le jeu pour être un peu plus dans l'explication et dans l'empathie, dans l'émotion, etc. Tu vois. Juste au milieu entre... C'est d'avoir les 3. Parce qu'en fait, c'est ça la clé. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que
en fait, peu importe le point de départ qu'on soit un extrême introverti ou un extraverti, on peut réussir à trouver le juste milieu. C'est ça, c'est être pondéré. Et parce que quelqu'un qui est empathique, tu vois, qui va parler avec une voix douce comme ça et qui démarre son webinaire, je crois que vous en avez parlé il n'y a pas longtemps, d'avoir vu un webinaire où quelqu'un parlait comme ça, avec des longues pauses. Moi, je clique sur la croix rouge très vite. Voilà, au bout d'un moment, t'en peux plus. Bon, cette personne-là, si tu lui montres juste que... elle peut être comme quand elle accueille ses amis à l'apéro, elle va pas être comme ça, bon, est-ce que vous voulez un Ricard tu vois, alors, ça me fait tellement plaisir de vous voir, bonjour, bienvenue. Simplement, en montant un petit peu l'énergie et l'enthousiasme, déjà, on peut capter un peu plus l'attention. Et si on varie les rythmes, si on est capable de montrer un peu plus d'enthousiasme, d'être un peu plus dans l'émotionnel et d'être un peu plus dans l'explicatif, un peu plus lent, où on va appuyer sur les mots, tout à coup, on varie les tons. Et ça, moi, c'est ce que j'appelle le flow James Bond, qui est un flow qui vient des grands films, des grands blockbusters américains, qui, en fait, les films américains, ils te captent l'attention parce qu'ils changent de rythme en permanence. Et c'est ça qui... T'as remarqué, toi qui fais des montages, t'as vu comment le montage, maintenant, il est super rapide. Ouais, tu sais pourquoi il est rapide ? Ouais, pour l'attention derrière. Parce que si c'est pas rapide, les gens, ils vont pisser. Ouais, c'est ça. C'est tout. Et de plus en plus, surtout avec tout ce qui se crée. Et tout ce qui se crée. Et les gens, ils veulent bouffer du rapide. Ce qui est affligeant, d'ailleurs. Mais parce qu'au bout d'un moment, ton cœur, il bat un certain rythme. Hein, il peut pas... c'est clair. Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais ça revient même presque à t'écouter obligatoire pour un entrepreneur, j'ai l'impression de plus en plus. Mais c'est obligatoire. Surtout si aujourd'hui tu veux te différencier. Si tu veux montrer ton unicité, tu dois montrer qui tu es. Qui tu es avant toute chose. Qui es-tu ? Tu n'es pas ton produit. Les gens n'achètent pas à produit égal. Les gens n'achètent pas le produit. Ils achètent qui tu es. Et ensuite, à produit égal, ils vont acheter ton produit. Mais si ils ne croient pas en toi, si tu n'es pas convaincant, si ils n'ont pas confiance en toi, ils ne vont pas acheter ton produit. Donc, un entrepreneur doit être un bon communicant. J'ai 2 dernières questions pour toi. La première, c'est, tu en as un petit peu parlé, mais... où est-ce que tu te vois sur les 10 prochaines années ? Je sais qu'en tant qu'entrepreneur, la notion de vision, c'est plus ou moins simple parce que ça va toujours vite et c'est très difficile. Non, je le vois bien, moi. Mais j'ai l'impression que c'est assez clair pour toi. Ouais, c'est assez clair. Il se peut que... En tout cas, je me vois au bord de la mer, ça c'est clair, mais ça fait un bout de temps. Je peux même que je quitte ce pays, je sais pas. Peut-être, on verra. Et puis, j'ai de plus en plus à nouveau cette vision que mes filles vont reprendre le flambeau, qu'elles vont transmettre comme moi, et que je vais transmettre aussi ma méthode, mes différentes méthodes que je suis en train de créer, que j'ai créées depuis des années, à d'autres coachs qui vont faire perdurer ma méthode parce que je pense que dans l'avenir, si on peut toucher des millions de personnes, d'entrepreneurs qui auront besoin de communiquer, que ce soit en vidéo, en webinaire, sur scène, en podcast, je pense que c'est essentiel. Et c'est ça qui va faire la différence entre l'intelligence artificielle où tout le monde se copie. Parce que le contenu, c'est bien beau de donner des conseils, mais si tu n'es pas capable de raconter ton histoire, et c'est ça la grande différence, c'est que ton histoire, elle est unique, mon histoire, elle est unique, personne n'a vécu mon histoire. Et chaque histoire est unique, et c'est ça qui va faire toute la différence, et qui va faire que ta marque va se différencier des autres. Parce que ton histoire, elle va toucher le cœur de ton public, pas du public que tu veux pas, de ton public. On en revient à la notion de storytelling. Toujours. Qui fait la différence. Dont beaucoup manquent cruellement, j'ai l'impression, beaucoup n'osent pas aujourd'hui parler de leurs histoires, pensant que... ils sont pas Bill Gates, Elon Musk ou autre, et que... Alors il y a ça, il y a les gens qui pensent qu'ils n'ont rien vécu, alors que c'est faux, tout le monde a vécu quelque chose. Il faut juste aller creuser, il faut savoir raconter cette histoire. Moi souvent, les gens sont surpris quand je leur pose des questions. Moi j'ai une série de questions que je pose, les gens ils se disent « Ah oui, je pensais pas que c'était intéressant. »
C'est fou, ça. Ouais. Ou alors, moi, j'ai eu un ami qui voulait se présenter comme maire dans mon village. Et je lui ai dit, bah, si tu veux te démarquer, parce que tu es quand même loin derrière les autres, si tu veux te démarquer, il faut que tu racontes ton histoire du jeune du village, qui a grandi dans le village. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, ah mais non, mais je peux pas raconter ça. Parce que la pudeur, elle va rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que tout à coup, si raconter son histoire, c'était se dévoiler, c'est montrer sa vulnérabilité. Mais je lui dis, ta vulnérabilité, c'est ta force. C'est ça qui va faire la différence avec tous les autres qui vont dire, mon programme, c'est ça, mon programme, voilà. c'est ça. Ton histoire, ça va toucher le cœur des gens. Je l'ai jamais revu. C'est fou, hein? Ouais. Parce que les gens ont peur de montrer qui ils sont. Et en plus, ça va devenir de plus en plus un enjeu avec justement l'IA, Ouais. qui est un autre sujet encore, on pourrait en parler longtemps, mais ça va devenir vital encore plus pour exister, j'ai envie de dire. Exactement, ça va devenir vital pour exister. C'est un beau résumé de notre conversation. Ouais. J'ai une dernière question que je pose toujours, et j'ai hâte d'avoir ta réponse, c'est si tu avais la possibilité aujourd'hui de reparler au Lorenzo de 8 ans peut-être qui a vécu ce que tu avais vécu sur scène, qu'est-ce que tu lui dirais en 2 à 3 phrases si tu avais la possibilité de lui dire? Je vais lui dire n'aie pas peur, vas-y, fonce, et si tu te plantes, c'est pas grave. Si la porte est fermée, passe par la fenêtre, et surtout, cherche par tous les moyens d'être authentique. Et la première chose que tu dois travailler avant toute chose, c'est ta confiance en toi. Parce que même si tu es mauvais en maths, la confiance en toi, elle va te permettre d'arriver là où tu veux. De persister, et c'est ce qui illustre ton parcours. C'est juste ça. T'as un truc que t'as oublié quand même. Et ça vient de me sauter. T'as oublié un truc. Tout à l'heure, je t'ai fait un teasing de Sandrine. C'est vachement important. Ouais. Parce que c'est la boucle. Sandrine, tu te rappelles, c'était San Diego. Ouais. Vous vous souvenez. Quelques années plus tard, je reçois un coup de fil de Sandrine, je suis à Paris. Ah, Lorenzo, tu me rappelles ce soir, là mon numéro de téléphone. Je note son numéro de téléphone sur un journal, sur l'équipe, je me souviens. Et c'est le premier jour de Loft Story, je ne sais pas si tu te souviens de cette émission de télé-réalité. Et le soir, il est 20h, je me dis, bah, tiens, je vais appeler Sandrine. Allô Sandrine? Ouais, non? Ah, je me suis trompé de numéro de téléphone, désolé. Je raccroche. Je refais le numéro. Allô? Ouais, Sandrine? Non, ne quittez pas, je vais voir si elle est là. Non, mais je rigole, c'est pas Sandrine. Je dis, bah allez, arrête Sandrine, je t'ai reconnu, c'est toi. Ah non, c'est pas Sandrine. Non, c'est pas Sandrine. Je dis, bah c'est qui alors? Bah, moi, je m'appelle Angélique. Ah ouais, d'accord. À l'époque, je suis célibataire. Et 5 heures plus tard, on est encore au téléphone. 3 semaines plus tard, on se parle entre 2 heures et 6 heures par jour au téléphone avec cette personne. Elle n'a pas encore Internet, elle venait de déménager, etc. Et aujourd'hui, ça c'était en mai 2002. On est en 2025, d'accord? Je suis marié avec cette personne et j'ai 2 filles. Waouh. Et il y a même de la rue, à l'époque, dans l'émission Ça se discute, qui m'avait interviewé parce qu'il avait un thème, c'est la voix est-elle le reflet de votre personnalité? Et je lui ai raconté cette histoire sur le fait que c'est notre voix qui nous a fait nous rencontrer. Et donc la boucle est bouclée, c'est grâce à la voix que j'ai rencontré l'amour. À ce numéro de téléphone spécifique. Et c'est Sandrine, et quelques années plus tard, Sandrine a rencontré Angélique, et je lui ai dit, mais tu sais que sans ton numéro de téléphone, où je me suis trompé certainement d'un numéro, je t'aurais jamais rencontré. Comme quoi, le c'est destin. marrant, tu vois. Le destin est bien fait. Merci pour tout, en tout cas. Je t'en prie, Mathéo. Comment on peut te suivre si on veut en savoir un peu plus sur ce que tu fais? Déjà, sur Instagram, tu vas voir toutes mes vidéos et tout, Lorenzo Pancino-officiel, celui-là. Et à partir de là, voilà, tu as tout ce qu'il faut. Lorenzo Pancino, sans H, hein, sinon ça fait Panchino. Lorenzo Pancino-officiel, voilà. Je mettrai tout dans la description de toute façon. Comme ça, vous pourrez aller vous renseigner sur ce que fait Lorenzo.
Et puis je pense qu'on aura l'occasion de collaborer ensemble Avec plaisir. sous peu, parce que moi ça m'intéresse aussi ce que tu fais. Donc, en tout cas, merci C'est pour un cette vrai belle plaisir. discussion. Merci encore. Je t'en prie. Et puis Merci à vous. peut-être on refera un épisode dans quelques années pour Ouais. suivre l'évolution. La suite. Ouais. La suite. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Pour rappel, vous avez le format audio disponible également en description. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Storypub.